Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris au merveilleux hôtel Molitor pour faire une interview sur le tantra, la sexualité épanouie et même l'orgasme divin, l'orgasme avec Dieu, puisque vous avez sorti Margot ce livre à la rencontre de l'orgasme divin. Quel beau thème que je suis contente de vous rencontrer finalement, parce que c'est vrai que ça fait des années que j'entends parler de vous, vous avez voyagé à travers le monde et amené le tantra, on peut dire, en Europe, vous avez passé de nombreuses années auprès d'Osho, que j'aurais tant aimé rencontrer et interviewer. Une belle âme, hein, Osho. Oh, vraiment, j'ai eu beaucoup de maîtres spirituels avec qui j'ai travaillé et qui m'ont initié. D'ailleurs, c'est les aventures de mon livre. Mais Osho fut le plus grand. Ouais. Qu'est-ce qui vous a appris le plus justement par rapport à cette sexualité? On va rentrer direct dans le sujet. Qu'est-ce que Osho avait de différent ou qu'est-ce qui a connecté? Ça vous a ouvert quand même cette porte au tantra et à l'enseigner même, non? Oui, c'est-à-dire que j'étais avec un mystique éveillé. Et donc, ça m'a renforcé, comme j'avais étudié la philosophie à la Sorbonne et que Osho était un grand philosophe, il m'a renforcé dans la voie spirituelle, l'étude de la méditation, les compréhensions de la méditation. Et puis, il a lancé un mouvement incroyable qui disait au monde la sexualité est quelque chose de sain, laissez tomber les culpabilités qui ont été véhiculées par les vieilles religions et rentrez dans le vif du sujet, faites-vous du bien, c'est bon pour votre santé. Et je suis d'accord avec lui. Et au-delà d'être bon pour la santé, en fait, c'est-à-dire que c'est le chemin pour vraiment incarner et manifester qui nous sommes sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a même une énergie qui est importante, à laquelle on doit se connecter, on pourrait se connecter pour pleinement se réaliser sur Terre. Donc c'est grand quand même, c'est l'éveil là. Oui, c'est l'éveil, c'est-à-dire que c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. La première fois où j'ai fait l'amour, j'étais vierge et j'avais jamais fait ça, j'avais 17 ans et demi. Avec Richard, oh là là, quand on lit les mots de votre livre, on est là, ah mon Dieu, ça doit être bon. Hein. Voilà. Et alors, c'était interdit, ce qui est toujours bon pour tout ce qui est érotique, parce que mon père voulait que je rentre à la maison à minuit et que je ne rentrais pas à minuit, je passais la nuit avec cet homme. Et au moment, on se désirait beaucoup, et au moment du summum, je suis partie, j'ai quitté mon corps et je suis devenue pure lumière. Et là, quand on devient pure lumière, on est éveillé dans une dimension qui est au-delà du temps et de l'espace. Et donc, je n'avais... Ça m'a dit, c'est ça? Oui. Alors, je n'appartenais plus à une culture, à une famille, à une langue, à un pays. J'étais libre, j'étais vaste, j'ai tout compris. Et après, il m'a fallu retrouver mon corps et rejouer aux jeunes vierges en rentrant à la maison. Et cette belle balle robe de bal, d'ailleurs. Voilà. Et puis après, le jour après ma majorité, je suis partie pour vivre au quartier latin et faire mes études. C'est pas facile de retrouver ça, on sent la difficulté et le temps que ça vous a pris avant de retrouver justement cet orgasme, on le recherche, on a envie de le revivre, après il y a le mental qui s'installe. Comment on arrive à libérer ce mental justement, qui est certainement une des questions de la plupart des femmes et des hommes qui regardent en ce moment? Comment on retrouve justement ce plaisir qu'on a connu, cette union divine? Eh bien, vous savez, je suis sûre que vous tous avez connu un moment d'extase. Parce que le fait même qu'on soit dans un corps humain, ça nous est donné, ça fait partie de notre potentiel. Eh bien, je suis sûre aussi que vous savez que la grâce, on prend pas rendez-vous avec elle. On se prépare, on s'en rend digne, mais elle arrive quand elle arrive. On peut pas lui dire, voilà, je serai libre de 5 à 6, tu peux venir à ce moment-là, ça va pas. Donc, une fois que j'ai vécu cette expérience, je suis devenue littéralement une chasseresse de l'extase. Et ce n'est qu'au chapitre 9 de mon livre, La rencontre de l'orgasme divin, que j'ai retrouvé une manière de pouvoir ancrer d'une manière plus dépendable, l'accès à l'extase. Voilà. Ouais. Donc, j'ai cherché. Il y a un processus. On sent aussi qu'il faut se détacher du passé, des liens. Il y a des exercices comme ça, parce que ce livre est aussi très pratique, au-delà de raconter des merveilleuses histoires très érotiques et sensuelles et connectées. Il y a aussi cette envie de transmettre des outils pratiques. Oui. Le détachement en fait partie comme ça de ces liens du passé, de ces histoires, afin de se réouvrir? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que comme j'étais formée en psychologie, je cherchais toujours, à travers ces expériences que l'existence m'a données et qui étaient géniales, et j'ai eu beaucoup de chance, à trouver comment transmettre ça aux gens et au monde. Parce que j'étais complètement impliquée dans le fait de éradiquer, effacer, transmuter l'ignorance sexuelle.
Et je pense que c'est toujours ma mission. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai voulu trouver un moyen pour une méthode, des outils, aussi bien dans la psychologie occidentale que dans la psychologie orientale, pour créer une science, un chemin. Et j'ai retrouvé un chemin très ancien qui s'appelle le Skydancing Tantra. Et qui était... Ça existait déjà, c'est pas quelque chose, un lineage, une lignée que vous avez créée, non? C'était quelque chose qui était là. Ça a été lancé par Bouddha Padmasambhava et Yeshe Tsogyal au 8e siècle au Tibet. Et ça avait un peu disparu. Et les révélations que j'ai reçues dans le corps et hors du corps, dont cette première manière de faire l'amour, m'ont mis en contact avec ce lignage que j'ai ramené sur Terre avec des outils modernes. Oui, parce que c'est ça, et le Osho vous le disait, hein, que ça faisait partie de votre mission de rajeunir, de ramener ce tantra qui était peut-être un peu poussiéreux ou auquel on avait du mal à se connecter. Non? Oui, c'est-à-dire que le tantra traditionnel, c'était une voie de l'éveil, une voie mystique, dans laquelle il n'y avait que 10% qui étaient dédiés à la sexualité. Mais au moins, c'était déjà une voie spirituelle qui permettait d'inclure la sexualité comme outil d'éveil, alors ce qui n'est pas le cas dans la plupart des spiritualités aujourd'hui. On ne va pas en dessous de la ceinture, c'est bien connu. Et donc, maintenant, nous devons dépasser ça. Et donc, moi, j'ai voulu ramener un tantra live, un tantra spontané, un tantra moderne. Et comme Osho m'avait donné les premiers groupes de tantra à animer à son ashram, qui n'avaient jamais été animés en Inde, et quand il m'a donné ce job-là que je ne voulais pas, j'ai eu très peur. Et je lui ai dit, mais je ne suis pas du tout formée à ça. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, si tu ne sais pas quoi faire, ferme les yeux et je viendrai en toi pour te souffler en quelque sorte ce que tu dois faire. Il y a la confiance, il y a la dévotion, il y a cette relation que vous aviez de maître à disciple quand même pour permettre ça. Voilà, exactement. Et donc je lui ai fait confiance et j'avais très peur, j'avais les genoux qui tremblaient quand je passais la porte de la salle de groupe. Et les gens ne pouvaient pas venir dans ce groupe sauf s'ils avaient été envoyés personnellement par Osho. Donc, il fallait d'abord faire tous les autres groupes pour bien nettoyer nos projections, nos peurs, etc. Et quand on arrivait, Osho avait décidé qu'on était prêt pour faire un des derniers groupes sur la liste. C'était mon groupe. Donc on parlait tout à l'heure un petit peu, on n'a peut-être pas assez parlé de ces liens énergétiques, de ces liens du passé, de cette partie d'ombre en nous et tout ça, de ces exercices peut-être de détachement qu'on aurait à faire pour permettre que ça soit de rentrer dans un groupe comme ça de tantra ou expérimenter à 2 ou à plusieurs, parce que ça a été aussi votre cas, de manière ouverte, spontanée, libre. Donc il y a quand même des choses à nettoyer, hein. Il y a des choses à nettoyer. C'est pour ça que dans le 2e chapitre de mon livre, je raconte une histoire de déprivation sensorielle qui est arrivée bien avant que je rencontre Osho en Inde. C'était moi qui étudiais la psychologie et le directeur de l'institut où j'étudiais à Londres qui était revenu de l'Inde et qui avait dit voilà, on va faire une expérience de déprivation sensorielle où on va vivre dans le noir, les yeux bandés, les oreilles bouchées, les rideaux tirés et avec 1 kilo de raisin et 1 litre d'eau par jour. Et on va voir qui on est, on va se poser la question qui suis-je, sans avoir de distraction aucune. Et c'est là où j'ai découvert des choses fabuleuses qui étaient en moi. Et je suis descendue toujours plus profond, et j'ai découvert une grande sagesse. Et je raconte tout ça. Et bon, alors après, il y a eu d'autres choses. J'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari. C'était love at first sight, l'amour au premier niveau. Mais dans cette plongée, la première grande expérience de spiritualité, il y a eu la reconnaissance qu'il fallait se détacher par la méditation des influences néfastes, des habitudes mentales qui venaient toujours juger, critiquer, offusquer les expériences directes qu'on pouvait faire. Parce que là, quand on est dans le noir, maintenant, c'est des techniques. Je sais que Mantak Chia le fait au Tao Garden en Thaïlande. Mais à l'époque, c'était. Mais à l'époque, personne ne faisait ça. Et c'était comme vous parlez de votre expérience aussi d'LSD. C'est comme de prendre ces drogues-là, en fait, mais de manière naturelle. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours dans le noir, il commence à se passer des trucs. On commence à se connecter à quelque chose d'autre. Hein. On a des hallucinations. Voilà, Mantak Chia appelle ça la molécule spirituelle. Et il dit que le cerveau produit différents produits chimiques, biochimiques, et que quand on arrive vers le 6e ou 8e jour, on a effectivement une expérience naturelle d'expansion de la conscience parce que
on n'a aucun stimuli extérieur. Et c'est l'expérience que j'ai faite. Est-ce qu'on est obligatoirement obligé de passer par ces drogues ou par des expériences comme ça, d'être dans le noir, ou par cette sexualité, justement cette voie du tantra, pour expérimenter de telles fusions avec le divin ? Écoutez, moi je ne sais pas, moi c'est ce qui m'a été donné de traverser parce que je devais avoir un contrat d'âme, comme on dit, où je devais me dédier dans cette vie-là à l'exploration des manières de retrouver la nature orgasmique que nous avons tous. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé avec quelques 40 000 personnes à travers le monde, à travers toutes mes écoles, mes instituts, et je peux vous dire que nous avons une approche simple qui est B à bas et qui prend les gens là où ils sont dans leur pire peur et dans leur pire tabou et culpabilité et qui les amène jusqu'à l'extase. Donc j'ai trouvé les outils, j'ai trouvé la méthode et je suis ravie de l'annoncer parce que ça marche. Donc, quels que soient les traumatismes, abus, inceste, violence conjugale ou d'autres choses qui ont été, tout ça peut être libéré en une vie. Et c'est pour ça qu'on est incarné ici sur Terre, pour libérer tout ça. Écoutez, je ne sais pas si cette méthode s'appliquerait à tous ceux qui ont été majeurement abusés. Je pense que les choses doivent se faire étape par étape et ceux qui ont eu vraiment des grandes expériences d'abus doivent déjà traverser des années de psychothérapie clinique sérieuse. Et donc, ce n'est pas à ceux-là que s'adresse ma méthode. Elle s'adresse plutôt aux gens qui sont des couples en harmonie, mais qui veulent trouver autre chose. Imaginez par exemple que vous allez dans un restaurant et tous les jours, on vous sert le même menu. Et c'est un peu comme ça, la sexualité des couples qui veulent rester ensemble. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, toujours le même menu, ça va pas. Donc, moi, j'offre des changements de menu. C'est-à-dire, j'offre un yoga de l'amour qui permet de transmuter les énergies sexuelles et de vivre d'autres expériences. Parce que c'est sans fin, il n'y a pas d'âge pour la sexualité, on est d'accord ? On est d'accord, absolument. Jusqu'à quel âge on peut considérer qu'on peut être comme ça ? Je me rappelle d'un témoignage qui est arrivé lorsque j'animais un séminaire d'1 an, le séminaire de l'extase et de l'amour, le TEL, Training for Ecstasy and Love, que j'anime un peu dans tous les pays, et en particulier en Californie. Et ce couple est venu témoigner au bout de 5 jours. Elle avait 83 ans, il en avait 85. Et elle a déclaré « Nous avons vécu les plus beaux moments de notre sexualité depuis que nous sommes ensemble. » Vous voyez ? Qu'est-ce qu'alors une sexualité épanouie ? Qu'est-ce que le tantra ? Quelle est la différence justement entre cet acte sexuel de désir, ma foi, assez sauvage, instinctif, à quelque chose de plus grand et divin, presque qui semblerait plus noble qu'une sexualité normale, ou pas du tout ? Si, mais si vous voulez, permettez-moi de mentionner ça. Ce qu'il y a de génial avec mon livre actuel, L'orgasme divin, c'est que c'est un livre d'aventure initiatique. Je vous emmène dans les coulisses et je vous montre comment moi, qui suis en quelque sorte considérée comme un peu la voix des origines, la grand-mère du tantra, parce que ça fait 30 ans qu'on tourne et qu'on tourne bien, eh bien, je vous emmène dans les coulisses et je vous montre toutes ces aventures, comment ai-je pu découvrir ces choses et comment j'ai pu ensuite les transformer pour les amener au monde, pour que je puisse développer une méthode dans un séminaire. Donc, si vous voulez, c'est pas à pas qu'il faut s'y prendre, hein, et c'est pas à pas qu'on peut y arriver, mais c'est pour tout le monde. C'est ça que je veux dire qui est important. Oui. Et donc le tantra correspondrait à une voie mystique de la sexualité, ou comment le nommer, comment en parler ? Alors, le tantra, c'est beaucoup de choses. Au début, on pourrait dire c'était une science mystique de l'éveil. Qui n'incluait que peu d'attention à la sexualité. Ensuite, c'est devenu une science de l'éveil qui incluait beaucoup plus la sexualité délaissée en Occident, grâce à ma participation d'ailleurs, et où on se sert de l'énergie véhiculée par l'orgasme en se rendant compte que dans le tantra traditionnel et dans le tantra d'aujourd'hui, il s'agit avant tout d'un mariage entre l'énergie et la conscience. C'est-à-dire un mariage entre le dieu Shiva, la conscience incarnée dans le dieu Shiva de la tradition tantrique, et la déesse Shakti qui incarne l'énergie en mouvement, qui vient danser avec Shiva. Et c'est leur amour
leur manière de se joindre l'un à l'autre qui crée toutes les formes de l'univers. Et c'est pour ça que j'aime le tantra, parce que il est basé sur une forme d'amour qui est la joie, qui est l'orgasme, et qui n'est pas l'approche un peu punitive d'un Jésus crucifié qui sous-tend notre propre religion. Et voilà, donc ça c'est le tantra, un des tantras. Moi je dis, j'ai redéfini ça, et je dis aujourd'hui, le tantra c'est cela, c'est choisissez avec conscience ce qui vous donne de la joie pour ouvrir les portes de votre esprit. Donc c'est vraiment une philosophie de vie, on est au-delà de la sexualité. On inclut la sexualité, oui. Mais même dans la sexualité, on a tellement de mauvaises habitudes. Oui. Osho disait que lorsque deux amants étaient au lit, il n'y avait pas juste deux amants, il y avait une foule dans la chambre à coucher. Il y avait son père, sa mère, son père et sa mère, les oncles, les grands-parents, les frères, les sœurs, et tout le monde avait, dans l'au-delà ou à côté, un dialogue avec des opinions, une idée comment on devait s'y prendre, etc. Et tout ça, c'est une influence. Donc, il faut pouvoir traverser le mental, traverser les influences, les dépasser. Et ça, c'est la méditation. Donc ça, c'est la technique que vous enseignez surtout, et principalement, c'est cette respiration, c'est la méditation, c'est même dans l'acte en lui-même de se connecter à quelque chose de plus grand, je suppose, pendant. Tout à fait, tout à fait. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'orgasme. L'orgasme, c'est une grande énergie, et j'enseigne au départ les 3 clés de la puissance orgasmique qui sont, quand vous pensez à un moment, quand vous avez un orgasme sexuel, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, voilà. Donc vous respirez fort par la bouche. Donc ça, c'est une respiration qui vous amène à développer vos sensations, à développer vos manières de vivre vos émotions. Après, quand vous faites il y a un mouvement qui se met en marche dans le corps, le corps s'ouvre, le pelvis bouge, et la troisième chose, cette troisième clé de la puissance orgasmique, c'est la voix, qui donne une couleur à votre énergie. Eh bien, quand quelqu'un pratique consciemment ces choses-là dès le début de leur interaction sexuelle, qu'est-ce qui se passe? Il droppe le mental. Il droppe le mental parce que quand on fait ça, on pense plus. On n'a plus à faire attention à nos pensées, on n'y arrive pas. S'il y a des pensées qui sont là, comme lors de la méditation, on les laisse passer, nous traverser. Oui, on les laisse nous traverser, on n'y fait pas attention, on leur dit merci et à plus tard. On voit souvent dans les pratiques comme ça, tantriques ou les stages ou autres, ou même décrits dans votre livre, qu'il y a des parts d'ombre, il y a des moments de drame, il y a des moments où, en plein au début de l'acte, il y a quelque chose qui doit être libéré, des pleurs des fois, avant d'arriver à cette libération. Et ça fait partie on n'en parle pas assez de ça, de cette partie de pleurs, d'émotions qui est relâchée par la femme, avant cette libération et d'être pleinement dans l'acte et dans le moment présent. Oui, alors justement, il faut que les partenaires soient à même de pouvoir recevoir ces parties de leur ego, de leur dualité, de leurs hésitations, qui arrivent toujours au moment où on lâche prise. C'est classique. On lâche prise, les démons remontent et ils disent « Ah, mais nous, on est là et puis on ne s'est pas occupé de nous. » Alors, il faut que les partenaires soient à même de pouvoir entendre cela sans s'identifier avec ce que l'autre dit en disant « c'est ma faute, je m'y suis pas bien pris ». Voyez, c'est-à-dire que nous, on est juste responsable de faire du mieux qu'on peut, mais on n'est pas responsable de l'évolution de l'autre. Et c'est là où on se mélange les panades, parce qu'on croit qu'on est responsable. Donc en fait, moi j'ai des exercices tout simples, comme par exemple créer un espace sacré, faire une salutation où on s'honore, regarder le corps ou le sexe de l'autre et donner des compliments, le décrire d'une manière aimante, toucher tout le corps pour qu'après on se sente connecté. Il y a des approches. Regarder les yeux dans les yeux. Se regarder les yeux dans les yeux, faire l'amour lentement pour pouvoir se dire ce qui se passe. Vous voyez, il y a tout un art de faire l'amour, un yoga de l'amour, en fait. Est-ce qu'il y a un ordre d'ouverture comme ça? Il semble que ces chakras, ces centres énergétiques peuvent commencer à s'ouvrir pour finalement peut-être atteindre des plus hauts, ou est-ce que spontanément tous peuvent s'ouvrir? Comment ça fonctionne tout ça? Ça fonctionne de deux manières. Certains maîtres enseignent, et c'est surtout les femmes qui véhiculent ça,
que tout commence à partir du premier chakra, c'est-à-dire de la zone sexuelle, et c'est-à-dire on commence le moteur s'allume et les énergies circulent. Et elle monte jusqu'en haut lorsqu'on a compris l'alchimie tantrique, voilà, de prendre les énergies et de les faire circuler à travers tous les centres énergétiques où l'orgasme se transforme. Et puis, il y a une autre approche, qui est l'approche de Sri Aurobindo, qui a développé Auroville, qui est l'approche où on commence par le chakra d'en haut, c'est-à-dire la couronne, c'est-à-dire l'impression méditative de ne faire qu'un avec le tout, donc l'éveil spirituel. Et puis, on fait descendre cette luminosité de notre cerveau que nous avons cultivé dans la méditation, et on fait descendre cela à travers les chakras pour arriver jusqu'à la sexualité. Et ma foi, on dira peut-être, les chamans disent que cette approche-là, c'est une approche plus masculine, parce que les hommes sont des êtres qui viennent du ciel, qui descendent vers la terre, et les femmes sont des êtres de la terre qui montent vers le ciel. Alors maintenant, bon, on peut avoir l'opinion qu'on veut. Moi, le tantra skydancing que j'enseigne, on commence par en bas, on a une guérison de notre sexualité très concrète, ensuite on ouvre à notre puissance multi-orgasmique, et ensuite on arrive à la partie spirituelle. C'est ça. Et c'est même en 7, on retrouve ce chiffre 7 de nouveau, non? On voit ces différentes approches que vous décrivez dans le livre d'ailleurs, ces différentes phases pour que la femme s'ouvre pleinement. Avant la phase 4, on n'est même pas prête, non? Ouais, enfin, c'est délicat, comment répondre à ça? Vous savez, beaucoup de femmes arrivent et elles disent « Moi, je sens rien, quand je fais l'amour, je sens rien, ça marche pas. » Bon, et j'y crois pas. Moi, je dis que tout être est un être avec un plein potentiel orgasmique et qu'il faut simplement aller voir un peu ce qui se passe. Et je décris dans un de mes chapitres éveiller le gourou entre vos jambes. Voilà. Et c'est-à-dire que lorsqu'on a une expérience traumatique ou lorsqu'on est gêné par quelque chose, le corps automatiquement nous rend inconscient, mais enlève la sensation insensitive, insensible. Voilà. Et c'est partout, dans n'importe quelle partie du corps, mais certainement dans la sexualité aussi. Et donc, on ne sent plus rien. Et donc, pour se remettre à sentir, pour avoir des bons orgasmes, il faut réveiller ces parties-là. Et lorsqu'on les réveille, il y a des mémoires anciennes qui montent. Et elles sont attachées à des émotions réprimées. Il faut donc exprimer ces émotions, la colère, l'indignation, la tristesse. Et une fois qu'on a libéré cette zone, exprimé ces émotions, alors là, on commence à sentir vraiment l'orgasme monter. On a plus de sensations et ça marche beaucoup mieux. Plusieurs sortes d'orgasmes, hein, on est d'accord. Il y a l'orgasme vaginal. Il y a des toiles dans le ciel. Oh là là. Il y a l'orgasme des seins, les orgasmes de la bouche, l'orgasme des oreilles, l'orgasme qu'on peut vivre en rêve, l'orgasme qu'on peut ressentir lorsque l'homme qu'on aime entre dans la pièce. Vous savez, l'orgasme, c'est un événement énergétique qui a des tas de dimensions. Différentes d'extase. Oui, il y a par exemple l'orgasme explosif du relâchement sexuel et l'orgasme implosif de l'expansion de la conscience. Vous voyez, où on retient les énergies, on les retient, mais on les prend à l'intérieur. On a ouvert le canal central et on leur permet de monter jusqu'à la couronne. Et à ce moment-là, c'est l'extase. Mais vous savez, l'extase veut dire ex-stare à la racine. Et ex-stare, ça veut dire se tenir en dehors de ce qui est statique, en dehors de mon moi ordinaire. Ça veut dire oser sortir de la boîte, oser faire un saut dans l'inconnu. C'est pas donné à tout le monde, mais quand on a le courage de faire ça, on découvre des choses merveilleuses. Votre prénom, c'est pas Margot à l'origine, c'est Osho qui vous a donné ce nom ? C'est-à-dire que mon nom, c'était Ma-Anand Margot, et maintenant, je l'ai transformé en Margot Anand. Ça veut dire le chemin de l'extase. Donc là, on parle livre chez Albin Michel. Le fameux livre, et j'adore d'ailleurs la description de se rendre chez un éditeur parisien avec les conseils de votre amie pour être en toute pimponnante et puis obtenir ce contrat qui était quand même osé à l'époque. C'était en quelle année chez Albin Michel ?
Oh, c'était les années 80, vers là. Mais oui, j'habitais chez des gens qui étaient fort aisés et la femme de l'homme était très riche. Et quand j'arrive dans la chambre avec mon vieux blue jean et mon vieux t-shirt avec mon manuscrit sous le bras, ils me regardent et ils me disent « Mais ça va pas, tu vas comme ça chez l'éditeur ?» J'ai dit ben, « Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un défilé de mode. Je vais présenter un manuscrit. » Il me dit « Mais non, non, tu te trompes, c'est un concours de mode. Tu dois te présenter en princesse russe, tu dois être la plus belle et il doit être complètement sidéré par ton apparition et tu auras ton contrat dans les 5 minutes. » Alors, j'ai suivi leurs conseils. J'ai mis mon costume, un renard en argent, une toque de renard en argent, des boucles d'oreilles en diamant, un maquillage et tout et tout. Et je suis arrivée chez le directeur littéraire d'Albin Michel. La bouche lui en tombait. Et au bout d'une heure, j'avais mon contrat avec oui à tout ce que j'ai demandé. Est-ce que ça fait partie de cette voie de l'éveil, de ce chemin de l'éveil, que de justement être en pleine possession de cet aspect extérieur matériel et spirituel de la vie? Ne sommes-nous pas justement dans cette ère où c'est l'union de ces différents mondes, de ce côté spirituel, matériel? Très très bonne question. Il fut un temps où au contraire on méprisait l'argent. On disait que c'était que le lucre était et cette gourmandise qu'on a, bien exemplifiée d'ailleurs par Donald Trump, nous empêchait d'évoluer spirituellement. Bon, aujourd'hui, je dis que plus on acquiert de conscience spirituelle, plus on se détache des illusions que nous présentent les choses de l'extérieur. Et plus on sait chercher les trésors à l'intérieur de soi, et plus on acquiert une capacité de confiance parce qu'on sait que le moi spirituel, le moi élevé en contact avec l'intelligence universelle ou avec le divin, nous donne en fait la leçon que nous avons besoin d'apprendre dans le moment même de l'instant, comme les choses se développent. Et donc, moi je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Oui, quand on est plus évolué, qu'on est à même de peut-être manifester les choses en synchronicité plus rapidement, parce qu'on a moins d'obstacles à l'intérieur de soi. Et peut-être que les choses vous sont données. Moi, j'ai vu combien de maîtres spirituels en Amérique, comme par exemple Adyashanti et d'autres, qui commencent au show aussi. La première fois que j'ai été le voir, il y avait 30 personnes autour de lui. Et au fil des années, il y en a eu 3000, il y en a eu 5000. Adyashanti en Amérique, pour grand maître de zen, la première fois que j'ai été le voir, il y avait 20 personnes. Maintenant, il y en a des centaines et des centaines. Il y a cette corruption, est-ce que vous l'avez senti chez Osho ou autre, le fait d'avoir plus de personnes, le fait d'avoir plus de femmes, le fait d'avoir peut-être plus l'argent qui circule ou autre, que ça ils déviaient un petit peu, ou c'est peut-être plus difficile chez l'homme que chez la femme, des fois je me demande. Ah oui. Non, alors faisons une distinction entre les maîtres éveillés, maîtresses d'ailleurs, éveillées, ceux-là s'organisent de telle manière pour ne pas déborder à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils savent prendre soin de leur vie personnelle, ils sont axés, branchés dans leur harmonie personnelle et ils n'ont pas besoin de déborder. Ça, c'est les vrais, les authentiques. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont des charlatans ou des demi-vrais. Et c'est pour ça que j'ai, dans mon livre « À la rencontre de l'orgasme divin », j'ai un chapitre 11 qui parle de l'ombre qui existe dans le tantra, parce que moi-même, j'ai vécu des situations d'abus phénoménales, où on voyait des maîtres de yoga ou des maîtres de tantra qui forçaient et manipulaient leurs étudiants et leurs étudiantes à faire l'amour avec eux, sinon ils n'avaient pas leur diplôme, il y avait un chantage qui était fait, quoi. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a des profs connus en Amérique qui sont en train d'avoir des procès en justice tous azimuts. Alors, moi, j'ai vécu ça aussi. Donc, j'ai été voir les remèdes. Le remède était donné par le Bouddha dans les 5 discours sur la montagne qu'il a donné. Le 3e, commenté par Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien éveillé qui vit dans le village de Prune, en France, qui a écrit un livre qui s'appelle « For a Future to be Possible », pour un futur possible. Et là, il a donné un merveilleux chapitre de commentaires sur l'abus sexuel. Voilà. Et ce que le Bouddha en a dit.
Et après, j'ai été voir chez le Dalai Lama, qui a eu toute une transmission là-dessus, parlant aux thérapeutes occidentaux et aux étudiants, et en disant, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a ou qu'on est la victime d'un abus sexuel, il faut immédiatement le dire. Il ne faut pas le cacher, il ne faut pas se cacher derrière sa honte, il faut le révéler, il faut le publier, il faut publier les noms, il faut aller de l'avant. C'est le Dalai Lama qui l'a dit. Mais... On y est là dans cette période, non pas de dénonciation, mais où il y a cette authenticité, en tout cas cette vérité qui commence à ressurgir. C'est vrai. C'est vrai, ben, et heureusement. Libérateur. Nous tous, on a œuvré quand même. Hein. Moi, on a eu du boulot de faire. Oui, mais merci. Merci aussi. Je veux dire, aujourd'hui, dans les groupes que j'anime, je suis ravie parce que les gens qui arrivent, je viens d'animer un groupe de 50 personnes en Californie. Mais c'était du gâteau. Les gens en voulaient, ils étaient prêts, ils étaient conscients, ils voulaient pratiquer. Ils étaient vraiment dans la conscience. Et c'est de plus en plus comme ça. Des fois, je trouve ça difficile d'interviewer des personnes qui enseignent le tantra parce que je trouve aussi plein de corruption, justement, où des fois, je ressens les énergies des personnes et des fois, on se demande qu'est-ce qui nous attire au tantra ou qui est attiré par le tantra. Et des fois, il peut y avoir des déviances, en effet, hein, à certains niveaux. Je suppose que vous en parlez un petit peu là, mais je suppose qu'il y a eu nombreuses fois où vous avez pu être déçus. Il faut quand même... Comment discerner, justement, un bon d'un vrai, d'un faux, d'un prétendant là-dessus. J'ai deux réponses. La première, il est dit dans les écritures traditionnelles du tantra, est habilité à être un enseignant ou une enseignante, celui ou celle qui a reçu une transmission directe et une bénédiction d'un maître ou d'une maîtresse éveillée, d'accord, qui vous dit « tu es prêt, vas-y » ou « tu es prête ». Après, est habilité celui qui s'est posé la question de savoir quelle est sa contribution à la culture et au contexte dans lequel il vit. Donc, de réfléchir. Qu'est-ce que j'apporte de neuf ? Et ensuite, la troisième chose... À l'humanité, hein. Oui, à l'humanité. Et la troisième chose, c'est quels sont les fruits de cet arbre ? Se renseigner sur les étudiants qui sortent de cette école ou de ce travail avec ce maître. Est-ce que leur vie s'est améliorée ? Est-ce qu'ils en ont gagné quelque chose ? Ça, c'est une des réponses. Et la deuxième réponse, eh bien, elle nous fait remonter à Freud. Freud était le premier qui a porté notre attention sur une chose très très importante. Quand vous allez, vous maintenant qui décidez d'étudier le tantra, hein, vous allez vous retrouver dans une salle de groupe. Vous aurez un homme et une femme assis sur le fauteuil, le podium. Eh bien, que vous le veuillez ou non, consciemment ou non, il va y avoir un transfert qui va se faire. Et le transfert, ça va être le jeune enfant en vous qui va projeter sur cet animateur et cette animatrice le père et la mère. Et qui va se dire, je vais voir cette personne parce que j'ai envie qu'il me guérisse de toutes les choses que je n'ai pas pu régler avec mes parents. Ça, c'est évident. Alors, on est comme ça, devant un teacher qu'on aime et dont on a apprécié les livres. Donne-moi, donne-moi, je veux recevoir ta sagesse, ta connaissance. Bon. Si celui qui enseigne ou celle qui enseigne n'a pas réglé ses problèmes personnels et intimes, ils vont regarder l'assistance, ils vont dire « Oh, tous ces gens qui m'aiment, je vais sélectionner mon harem personnel. Et je vais passer la nuit avec chacun d'eux ou d'elles. » Bon, ça, c'est une erreur. Parce que il y a évidemment ce que je viens de décrire, c'est le contre-transfert. C'est-à-dire, maintenant, quelqu'un qui a de l'intégrité, qui est un vrai enseignant, une vraie enseignante, aura su prendre dans sa maturité soin de sa vie personnelle, de sa vie privée, de sa vie spirituelle, de telle manière qu'il sera là juste comme accoucheur ou accoucheuse pour aider le ou la participante en posant des questions judicieuses pour que la personne trouve sa propre réponse. Voilà. Les cas sont des fois difficiles. Et vous en parlez, ça me fait plaisir qu'une femme en parle de ce cas de... Parce que moi, j'avais l'impression que c'était plus les hommes qui étaient confrontés à ce sujet, où il y a un participant qui vient, ce bel Allemand, qui vient à vous, tout jeune, de 20 et quelques années, et qui veut être initié par la personne qui lui enseigne le stage. Donc, ce fameux dilemme entre participant et la personne qui enseigne, qu'on retrouve pas mal de fois dans le tantra, dans le monde entier. Et comment ça se passe ? Comment on fait face à ça ? Eh bien, écoutez, souvenez-vous d'une chose, c'est que comme je suis la plus ancienne, vous en avez vu. Au moment où je suis arrivée, il n'y avait pas de modèle. J'étais la première. Personne n'était là pour dire les règles du jeu sont ça. Alors, j'ai tout essayé. Et c'est en essayant tout,
en cassant les règles qui n'existaient pas, que j'ai pu voir, ça marche et ça marche pas. Donc maintenant, je vais monter un code déontologique qui va protéger mes participants et me protéger moi. Et à ce moment-là, maintenant, je sais, puisque j'ai monté des organisations. Alors, il faut effectivement encadrer tout ça, vous voyez. Alors maintenant, ça a changé. Mais à l'époque, on a eu une période où c'était du tout et du n'importe quoi. Et on s'amusait bien, il faut dire, vous voyez. Et donc, maintenant, comment gérer ça ? Ben, vous savez, c'est toujours, les Français sont les premiers à dire, les exceptions confirment la règle. Et c'est parfois, lorsqu'on fait une exception, qu'on apprend quelque chose que la règle ne nous aurait pas révélé. Donc, il ne faut pas juger. Il faut simplement penser à ce qui est le plus efficace. Et l'élégance, c'est obtenir un maximum de moyens avec un minimum d'efforts. Ça, c'est l'élégance. C'est Tony Robbins qui le dit. J'ai été surprise de voir Tony Robbins, son nom en arrière. C'est quelqu'un que vous avez côtoyé ou que vous connaissez bien ? Oui, à un moment, Tony Robbins a décidé de se lancer dans le travail avec les couples et la sexualité, et il a envoyé des agents un peu partout pour sniffer, pour voir qui étaient les meilleurs, et ils ont déterminé que c'était moi, et donc ils m'ont invité à venir travailler avec lui. Et donc je me suis retrouvée à Fidji avec ses retraites, une quinzaine de couples, et voilà, donc c'était une belle expérience, et j'ai beaucoup apprécié. Il est un mec super. Deepak Chopra aussi ? Oui, tous les deux. Oui, vraiment. Que dire d'autre ? Je sais qu'on pourrait y passer des heures sur un tel sujet. Amour, sexe, éveil, la rencontre de l'orgasme divin. Votre dernier livre. Il y a autre chose à mentionner dans cette conversation qui serait important de dire ? Oui, je voudrais dire que, vous savez, on s'embête à lire des livres qui sont des méthodes, des livres d'aide. Je vais faire ABC, respirer. On me dit maintenant de m'asseoir sur une chaise et de machin. Bon. Personne ne fait plus ça. On n'a plus le temps. Donc, par contre, moi, j'ai écrit ce livre parce que je veux vous entertain, je veux vous amuser, je veux vous raconter une histoire et une aventure qui est tellement bien racontée et qui est tellement sympa que... Vous avez un bon coup de plume. Oui, que vous avez vraiment envie de lire jusqu'au bout parce que vous voulez voir comment l'histoire va se dénouer. Par exemple, un de mes chapitres, le chapitre 11 sur les abus, commence de la manière suivante. Eh bien, moi, je suis venu ici, dit un thérapeute suisse, et j'ai payé mon argent pour moi et mon ami, pas pour que tu baises ma femme, mais pour apprendre une méthode. Le chapitre commence comme ça. Voilà. Et vous pouvez vous imaginer la suite. Donc, il faut un drame, il faut un dénouement, et moi, je vous amène le début du tantra, et comment toutes ces aventures peuvent vous inspirer. Parce qu'à la fin de chaque chapitre, il y a qu'est-ce que j'ai appris de cette aventure, et puis il y a une pratique aussi. Et bien d'avoir incorporé quand même les pratiques. Voilà, et une pratique simple. Enfin, pas toutes, mais beaucoup. Mais c'est un livre nouveau, j'ai jamais écrit comme ça. C'est mon livre préféré. Intime. Il est intime, il vous emmène dans les coulisses, il vous dit des choses pas possibles, mais en même temps, tous les gens jusqu'à maintenant, mes copains, les 150 personnes qui ont lu mon livre et qui m'ont donné un feedback, parce qu'il vient de sortir, m'ont dit « Ah, quelle inspiration! Moi aussi, je voudrais avoir une vie comme ça. » Et donc, ils se font donner par le livre un coup de pied au cul, c'est le cas de le dire, et de dire, bon, alors maintenant, on saute dans l'inconnu, on explore, on essaye, et c'est ça que je voudrais vous dire. Et ça commence pas toujours par la sexualité. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'en le lisant et pour l'avoir lu, c'est excitant. Il faut quand même dire ce qui est la manière dont tout est décrit, c'est très excitant. Ça donne envie de s'ouvrir, ça donne envie de le vivre, ça donne envie d'explorer, de le faire pas à pas. On comprend que c'est un cheminement, que ça se fait pas du jour au lendemain. Et en tout cas, merci d'avoir eu le courage, parce que ça demande du courage d'expérimenter tout ça et même d'écrire. Et le timing est parfait, je pense. Oui, ben Lilou, je voulais vous dire merci d'abord. Et ensuite, je voulais vous dire que hier, j'étais chez Guy Trédaniel et que je suis tombée sur votre livre. Les 100... Comment ? Défi des 100 jours. Voilà, les défilés de 100 jours. Un titre, le défi des 100 jours, pardon. Et c'est un excellent titre d'ailleurs. Et j'ai ouvert le livre et j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est incroyable. Elle parle de tas de qualités à développer qui sont les mêmes que celles que j'enseigne. Comme par exemple, une que j'apprécie beaucoup, la gratitude. Voilà. Mais vous avez eu l'intelligence de déconstruire les outils qui pouvaient servir à tout le monde
dans le quotidien. Et pour ça, je vous salue aussi en tant qu'auteur. Merci. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Peut-être, qui sait, peut-être un défi des 100 jours sur le tantra. Voilà, le défi des 100 jours avec le tantra. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Déconstruire les outils que chaque personne, monsieur et madame tout le monde, peut utiliser chaque jour de sa vie. Eh bien, je vais vous en donner un. Le premier est un des meilleurs. Vous vous réveillez le matin, vous mettez votre main sur votre sexe et vous lui demandez de quoi as-tu besoin aujourd'hui, comment te sens-tu? Et votre mission est ainsi établie. C'est-à-dire que lorsque votre sexe vous dit « j'ai envie d'une visite », quand votre yoni, c'est-à-dire votre matrice cosmique pour la femme, dit « j'ai envie d'une visite », votre mission, c'est de lui donner cette visite. Voilà. Et le fait que vous ayez ou n'ayez pas de partenaire n'est pas une excuse. Ça peut s'appliquer à la personne seule, comme à la personne en couple, comme à la personne hétéro ou homo, ça n'a aucune importance. Voilà. Juste un petit mot, une petite question sur l'œuf de yoni, l'œuf de jade. Ça fait partie des pratiques tantriques? Oui, ça fait partie surtout des pratiques taoïstes. Ça a été lancé par Mantak Chia et il y a maintenant une nouvelle femme que j'ai rencontrée récemment à Bali avec qui j'ai fait une session qui s'appelle Minke, mais je me souviens plus de son dernier nom. Oui, je l'ai rencontrée. Je l'ai interviewée d'ailleurs. Voilà, oui. Eh ben voilà, elle a sorti un livre et presque tout porte sur le travail de la yoni autour de l'œuf. Ouais. Voilà. Et j'ai fait une session avec elle et je me suis bien éclatée. Excellent. Mais pour de nouvelles aventures, on espère qu'il y aura un tome 2. Voilà, ben j'espère aussi. Merci beaucoup, on vous embrasse très très fort. Gros bisous de l'hôtel Molitor à Paris, un merveilleux endroit d'ailleurs. Merci de nous y avoir accueillis et on vous retrouve très bientôt. Merci Margot pour une prochaine interview. Et merci Lilou de ne pas m'avoir demandé de sauter dans la piscine. Non, pas aujourd'hui, mais peut-être cet été, on va voir. Allez, on est dans le fun. Gros bisous. Ciao.